Je suis né dans une ville de banlieue parisienne. J'ai passé les 10 premières années de ma vie dans Paris. Je suis en quelque sorte un fils de l'urbain, un fils des villes. Je me souviens des odeurs de cuisine au coin des rues, des longues avenues bétonnées et de ce fourmillement incessant de voitures, de gens, de travaux, de commerçants, de lumières artificielles, de ces parcs où ça sentait l'arbre et quelques crottes de chiens pas ramassées au milieu d'un été suffocant. Je me souviens quand j'allais parfois dans des magasins à attendre, patienter longuement que les femmes de ma famille achètent les courses ou quelques habits pour fleurir et ornementer leur féminité. Je voyais autour de moi la misère, des femmes recroquevillées sur elles-mêmes, tenant dans leurs bras un bébé, un enfant. Mais je ne me posais pas la question d'aimer ou de ne pas aimer la ville. Je mangeais ce qu'on me donnait dans mon assiette. C'étaient des aliments dont j'ignorais tout. J'ignorais la vie en eux, tout le travail qu'ils avaient demandé à un paysan ou un éleveur. L'enfant n'avait aucun raisonnement de comparaison entre la ville et la nature. Il était là, dans ce milieu urbain, où on voit toujours la fin de tout. Un boulevard, des immeubles si hauts, si proches, que tout est resserré, étriqué, refermé. Les yeux voient sans jamais s'abandonner à la vastité du ciel ou l'horizon immaculé. J'allais traîner entre le quartier République et Oberkampf, arpentant les rues comme un labyrinthe qu'on finit par connaître par cœur. Je ne levais que rarement les yeux vers le ciel. Il semblait inexistant, tout comme ce que je mangeais. La seule réalité était pour moi les murs, les rues, les voitures, les passages piétons. Et j'aimais comme c'était. Tout était là, comme ça devait être pour moi dans ces jeunes années. Puis plus tard, la famille a déménagé, dans une banlieue tranquille du Val d'Oise. Je ne pensais pas à l'époque, j'étais simplement dans la perception directe et l'expérience spontanée de mon corps et de mon cœur. Ainsi, je ressentais plus d'espace. Dans cette banlieue, il y avait des pavillons, presque pas d'immeubles. Tout était différent, bien plus calme, et des endroits où ma vue pouvait commencer à se perdre au loin. Je courais parfois sans aucun motif, comme si un mouvement de joie s'était réveillé, m'avait donné un espace plus grand de liberté et d'expérience. J'allais à l'école à pied, et des odeurs nouvelles me parvenaient, celles des arbres, de l'humus à l'automne. L'odeur de la pluie avait un goût moins bétonné. J'en vins vers 12 ans à intégrer le groupe de scoutisme de la petite ville de banlieue. Et là fut sans doute tout ce qui fonda en moi un amour inconditionnel de la nature et d'une expérience sociale fondée sur l'entraide, le partage et la confrontation aux éléments naturels. Tous les dimanches, nous partions passer l'après-midi en forêt, immergés en pleine nature. Quelles que soient les saisons, nous portions ce short en velours beige qui semble un peu ringard aujourd'hui. La forêt m'a alors immédiatement foudroyé de sa puissance, de sa force, de sa beauté, de son réconfort, de son étreinte libre. Moi, le fils de l'urbain, soudain, j'étais là au milieu des arbres, des chênes, des marronniers et autres végétaux que j'étais incapable de nommer. Mais je sentais en moi une joie sans équivoque, où j'avais le sentiment qu'ici, dans cette nature, j'étais chez moi, que là était ma maison, ma vraie maison. Tout le reste me semblait faux. Je devais ramasser du bois pour le groupe. J'en prenais 2 fois plus que mon corps frêle ne le permettait, jusqu'à parfois ne plus voir devant moi. Sentir les branches sur mes bras était comme tenir des lingots d'or pour un marchand de ville. J'aimais leur contact direct sur ma peau. Et durant les saisons humides, percevoir comment ils pouvaient embrasser mon corps.
en déposant la teinture humide de l'écorce et de la terre, jusqu'à me marquer de leur empreinte que j'ai voulu indélébile. L'odeur des feuilles sur le sol, le bruit de mes pas qui faisaient craqueler les feuilles mortes. Tout était magique. Une expérience profonde de l'être qui s'immerge dans la nature profonde et nous fait ressentir une unité intérieure. C'était comme des retrouvailles, comme un mariage alchimique avec l'être aimé parti si longtemps. Je dévalais les pentes de la forêt, courais entre les arbres. Mon corps se vivifiait. Une sorte d'extase me parcourait quand mes membres côtoyaient le monde végétal. Même les ronces étaient mes amis. Leurs griffes sur mon corps ne provoquaient pas chez moi un mal-être ou une souffrance, mais une perception de stimuler toutes les cellules de mon corps qui ne s'étaient jamais éveillées en milieu urbain. La nature m'offrait une seconde naissance à moi-même, et je sus en saisir la chance et l'opportunité. Depuis ces jeunes années, j'ai conservé ce lien intact avec les éléments de la nature, au cours de mes expériences, de mes déménagements. Je savais trouver un espace dans lequel j'allais me régénérer, mais aussi dans un équilibre du donner-recevoir pour dire à cette nature merci. Cette vie urbaine de mon enfance m'a permis de ressentir de manière instinctive et forte le lien fondamental entre la nature et l'homme. Même si au fond de nous, nous le savons tous. Notre époque semble marquer pour certains le même choc conscient que j'ai vécu enfant. Ayant largement consommé, utilisé les nouvelles technologies sans se soucier de la terre, de l'écosystème, de la biodiversité. De plus en plus d'humains recherchent à nouveau cette proximité avec la nature, avec un lien intime qu'ils n'ont jamais expérimenté auparavant. Mais cette réintégration des éléments naturels dans nos vies ne doit pas nous faire devenir des missionnaires guerriers contre ce monde moderne. En réalité, ce monde industrialisé, fanatique, glyphotasé, croulant sous les pesticides, les ondes électromagnétiques, les teintures polluantes, les eaux surchlorées, la pêche intensive, une éducation mentale qui anesthésie le potentiel de vitalité humaine. Tout ce système a été accepté par une majorité de l'humanité et nous en avons tous été acteurs. À ce titre, je n'oublierai jamais qu'à l'âge de 22 ans, quand j'abordais le sujet de la pollution, des pesticides et d'autres sujets d'écologie, 90% des groupes sociaux que je côtoyais me prenaient pour un illuminé sectaire. Aujourd'hui, je revois des personnes qui ne se souciaient de rien il y a 25 ans se dresser corps et âme contre ce système. Quand nous comprenons notre responsabilité, nous savons que nous avons été et que nous sommes toujours acteurs de ce système. Certains parlent des heures d'écologie au milieu d'une bouteille de vin, cultivée avec tous les pesticides possibles et polluant les enfants et écoles alentours. Nous sommes parfois tous dans le mensonge de la réalité que nous entretenons. La nature nous offre aujourd'hui la possibilité de retrouver un sens primitif, évolué, de notre humanité. Mais n'oublions jamais qu'aujourd'hui, à certains endroits, cette nature est devenue un luxe. Elle a été compartimentée, privatisée, emmurée. Dans certaines régions, elle est devenue un luxe. Une richesse inabordable pour la plus grande partie de la population. On marche sur des chemins où partout, de part et d'autre, des maisons grillagées, refermées sur elles-mêmes, offrent un spectacle désolant de la cupidité humaine à l'échelle planétaire. La nature n'appartient en réalité à personne. Même si on a un jardin ou quelques terres, celle-ci est fondamentalement libre. Et comme le signale souvent Pierre Rabhi, c'est le patrimoine commun de l'humanité. Oui, la nature est devenue un luxe. Pour une personne vivant en ville, sans trop d'argent ou moyens de communication, il y aura un enfermement à vie dans le béton et la grisaille des villes.
sans que jamais cette personne ne puisse expérimenter la puissance de régénération de la nature. Parfois même, tout cela finit par s'étioler. Les gens finissent par être parqués dans le béton sans n'éprouver plus aucun engouement pour une marche en forêt ou un parc. Pour se poser et sortir un instant de la folie urbaine qui base l'essentiel de ses liens sociaux sur la recherche permanente du plaisir et de la consommation. Dans une forêt, sur une vallée, près d'un lac, nous nous croisons et nous marchons sur une terre libre. Un espace qui n'appartient à personne. Est-ce que vous ressentez ce qui vous parcourt alors au fond de vous-même ? C'est parfois un paradoxe. La partie en nous qui voudrait se promener en solitaire, qui vit avec l'expérience égocentrée du je, qui voudrait ne croiser personne et faire sa promenade sans interaction sociale, ou bien une expérience sociale libre. On se croise, on est là sur une terre commune, heureux d'échanger un regard, de se parler parfois, de s'arrêter, de se rencontrer dans une simplicité extrême qui nous rend vivants dans l'instant. La nature est la plus haute technologie de l'humanité. Jamais la machine ne pourra la surpasser. La machine pourra modifier le temps, la détruire, la salir, la réduire à néant, nous illusionner comme des idiots avec tous nos écrans et nos moyens technologiques modernes. Mais une chose est certaine, elle est là, dans une abnégation totale d'elle-même, nous montrant le chemin de l'homme vers lui-même. Par sa contemplation, nous pouvons développer tout notre potentiel humain. Une fleur ne va jamais faire un selfie. Elle est, de par sa beauté, un rayonnement qu'elle offre au monde sans chercher à se faire valoir. Un arbre s'est enraciné dans les entrailles de la terre pour s'élever toujours plus vers le ciel. Ancrons notre corps, devenons de plus en plus conscients des sensations physiques et sensorielles afin d'habiter pleinement cet instrument qui nous a été donné pour un temps. Méditons sur la puissance de la graine qui se déploie pour faire grandir les végétaux dans un processus qui dépasse tous les miracles des technologies modernes. Émerveillons-nous de cette simplicité. En écoutant les arbres, les forêts, la nature dans son immensité, je perçois que je suis relié de manière intime à elle. Mes cheveux sont comme des tiges minuscules de fleurs, mes dents comme des minéraux, mes os comme le bois de l'arbre. L'air que je respire contient de l'oxygène qu'a produit l'arbre. La nature est aujourd'hui le médicament ultime à ce monde moderne. Sans sa préservation, sans sa protection, nous condamnons l'humanité et l'ensemble du processus d'évolution. Nos enfants doivent de manière évidente passer le plus de temps possible avec ce contact essentiel et vivant avec les forces de la nature, plus que n'importe quel espace commercial et urbain qui atrophie les sens, nourrit l'avidité, le paraître, l'illusion de l'image, et déstructure par les ondes magnétiques l'activité énergétique du corps. Les enfants sont la force d'où pourra émerger une nouvelle humanité, construire leur discernement et les remplir de moments sociaux en proximité avec la nature pourra progressivement réintroduire dans l'inconscient collectif
cette nécessité absolue de renouer avec les éléments naturels. Pour revenir à l'émerveillement de la vie réelle, sans artifice technologique, je dois m'observer. Observer comment l'humain est devenu un toxicomane des nouvelles technologies. Comment nous éprouvons, pour certains d'entre nous, une sorte de besoin compulsif à aller sur les réseaux sociaux, à allumer notre portable, sitôt les yeux ouverts le matin, nous éloignant progressivement de nous-mêmes, pour se perdre dans les méandres d'une toile connectée qui sait comment elle peut retenir sa proie à l'infini. Mais, le savons-nous? Le seul moyen de le savoir est de s'éprouver dans notre degré de dépendance, ou même d'addiction pour certains. Arriverais-tu à te passer d'ouvrir ton téléphone le matin? Arriveras-tu à ne pas toujours prendre une photo ici ou là quand ton cerveau t'envoie le message de le faire? Peux-tu couper quelques jours des réseaux sociaux ou des jeux? Alors tu percevras ta propre réalité intérieure, celle d'un homme libre ou d'un esclave, que nous pouvons nommer l'Homo technologicus. Quelle que soit l'image ou la vidéo que nous trouvons belle sur un écran, celle-ci ne nous fait pas vivre une expérience vivante. Vous venez de voir ces images que vous avez pu trouver belles. En réalité, elles appartiennent déjà au passé. Elles n'ont fait qu'activer une mémoire positive ou un ressenti positif issu d'une expérience retranscrite par la mémoire cérébrale. Mais, en aucun cas, elles n'ont fait vivre une expérience vivante dans l'instant, par l'ouverture de tous nos sens et nos perceptions directes. Toute image sur un écran est une illusion, un passé, un monde virtuel qui nous égare du moment présent. Certaines images du monde virtuel amplifient même les contrastes, les nuances de couleurs, pour embellir encore davantage la réalité et nous rendre encore plus dépendants de cette beauté virtuelle. Marcher quelques instants au milieu des arbres, se reconnecter à ce qui est beaucoup plus profitable et régénérant pour ma vie intérieure, respirer l'air frais de la forêt, écouter les oiseaux, entendre mes pas sur le sol, regarder les gens dans les yeux en souriant. Ici et maintenant.